Salut tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode du podcast édition avant-match. Mon nom est Joey Alfieri. On est rendu à la semaine numéro 2. What's up everybody? Joey Alfieri here with a new pregame podcast for week 2 as the Montreal Alouettes take on the Edmonton Elks in Edmonton. Friday night, 9 p.m. Eastern kickoff. It's a bilingual podcast, as always. So we will have some French analysis, some English analysis. We'll have some interviews. We'll talk to quarterback Cody Fajardo and linebacker Jeff Quentin Arcou. They'll both join us throughout the course of the show. We do start in French, and then we move our way over to English. So bear with me if you are a unilingual anglophone, but I'll speak slow enough that you can pick up some things here and there in French. Alors, c'est un podcast bilingue, donc le balado toujours bilingue ici sur le podcast. On va commencer en français. On va avoir Cody Fajardo qui va joindre à nous en anglais, évidemment, un peu plus tard, et Jeff Quentin Arcou, le secondaire recrue des Alouettes aussi, va se joindre à nous sous peu. Écoute, je veux juste souligner, je l'ai mentionné en anglais, mais le match débute à 9 h, heure de l'Est, vendredi soir contre les Hawks. C'est sûr que euh, c'est c'est pas un début de saison facile pour les Alouettes. Ça aide, tu sais, quand on commence en force avec une victoire à Winnipeg, c'est sûr que ça aide les choses. Mais deux matchs sur la route dans l'Ouest, c'est pas évident. Donc, si on peut revenir à Montréal, deux victoires, aucune défaite, ça serait énorme. Pour cette équipe. Évidemment, on retourne au stade Percival Molson la semaine prochaine, jeudi prochain, contre le Rouge et Noir d'Ottawa. Mais avant de se rendre là, avant de voir le dévoilement de la bannière, il faut jouer un autre match sur la route à Edmonton. Et moi, je suis pas quelqu'un qui qui regarde à l'historique les affrontements entre ces deux équipes, mais je vais juste souligner que les 2 dernières années, les matchs à Edmonton ont été très serrés, malgré le fait que les Elks n'ont pas connu des bonnes saisons. Mais si on s'en rappelle, il y a 2 ans, en 2022, les Elks étaient profondément en territoire des Alouettes. Ils avaient l'avance par 3 ou 4 points, si je ne me trompe pas. Et Taylor Cornelius a décoché une passe qui a été euh, touchée à la ligne d'engagement par Darius Pickett. Ça a été intercepté par Tyrese Beverett qui avait marqué un touché de plus de 100 verges et les Alouettes ont gagné ce match-là. Je pense que c'était le 1er octobre 2022. Et l'an passé, on le sait, je pense que c'était 20-0 pendant la première demi, 21-0, si je ne me trompe pas, pour les Elks et les Alouettes sont revenus en force. Euh, James Letcher a marqué un touché sur un placement raté, un touché de plus de 115 verges, je ne me trompe pas. Et Mustapha Johnson avait marqué un touché sur un échappé aussi qui a été provoqué par Lual Uguak. Et en tout cas, les Alouettes ont gagné le match. Mais c'est rarement facile à Edmonton. Donc, il faut être prêt pour ce match-là parce que quand même, on a vu les Hawks la semaine passée à domicile contre les Riders. Ça a été un match très serré que les Hawks ont perdu en fin de rencontre, mais on voit qu'il y a certainement du talent. Une couple d'anciens membres des Alouettes de l'autre bord aussi. Gino Lewis, qu'on connaît évidemment. Urgi Mayala qui a capté 2 passes de toucher pour les Elks la semaine passée. Il est rendu à Edmonton aussi. On a David Foucault sur la ligne à l'attaque, Boris Bédé, le botteur. Donc, il y a plein d'anciens Alouettes qui sont sur l'équipe des Elks et tu sais que ils veulent toujours battre leur ancienne équipe. Donc, il faudrait absolument être prêt pour les Elks parce que même les défensives de Chris Jones, il n'y a pas nécessairement des gros noms sur l'unité défensive. Mais Chris Jones, il aime amener de la pression sur le corps arrière adverse. Donc, il faut être prêt pour ce match-là. Écoute, il va y avoir des changements à la formation, c'est clair. Il y avait, oui, grosse victoire à Winnipeg la semaine passée, mais malheureusement, il y a eu plusieurs blessés, dont Reggie Stubblefield. Les Alouettes ont annoncé cette semaine que Reggie Stubblefield allait rater le reste de la saison à cause d'une blessure au genou. Il va se faire opérer dans les prochaines semaines. Donc ça, c'est une grosse perte. Euh,
Là, c'est sûr on l'a vu lors du quatrième quart. Il a connu un très bon camp d'entraînement. Écoute, j'ai vu tous les pratiques du camp d'entraînement. J'ai vu le match intra-équipe, les deux matchs hors concours au complet. Et Bryce Cosby va être le remplaçant, la recrue va être le remplaçant à Reggie Stubblefield. Les deux se connaissent de longue date. Ils s'entraînent ensemble pendant la saison morte. Et Bryce Cosby, l'ancien des Raiders de Las Vegas, va avoir une opportunité en or de saisir un poste de partant en défensive tôt dans la saison. Et écoute, Stubblefield, c'est une grosse perte, là, je ne vous cacherai pas. Ça va être difficile de le remplacer. Mais si on se souvient bien, l'an passé, le secondaire du côté large du terrain, partant pour débuter la saison, c'était Najee Murray. Après 6 matchs, fin juillet, si je ne me trompe pas, Najee Murray s'est blessé pour la saison. Évidemment, n'est jamais revenu au jeu en 2023 et on l'a remplacé par J.R. Reed, qui lui aussi a bien joué, mais qui s'est blessé aussi pour la saison. Donc, il n'a pas été en mesure de terminer la campagne 2023. Et là, c'est après qu'on avait amené Reggie Stubblefield. Reggie Stubblefield était le troisième partant différent à jouer cette position-là. Et évidemment, on connaît, on sait qu'il a vraiment bien joué en deuxième moitié de saison. Il a réussi une interception lors de la finale de l'Est. Il a eu un gros impact sur l'équipe qui a gagné la Coupe Grey. Donc, c'est sûr que c'est une lourde perte parce que c'est un jeune joueur, mais c'est un très bon joueur. Mais si on se fie à l'an passé, Reggie Stubblefield était le troisième partant différent à cette position-là. Donc, c'est important d'avoir de la profondeur. Et moi, de ce que j'ai vu de Bryce Cosby, moi, je pense qu'il va être correct. Je pense que c'est un joueur qui est assez polyvalent, qui est assez intelligent, qui comprend le jeu, même si il est tout nouveau dans la Ligue canadienne de football. Je pense que c'est un joueur extrêmement intelligent et on l'a vu dès le début du camp d'entraînement. Il a eu un impact énorme sur l'unité défensive. Autre blessure dans ce match-là, Tyler Snead n'a pas pratiqué de la semaine. Il n'était pas en mesure, il ne sera pas en mesure d'être en uniforme pour les Alouettes pour ce match-là. Et c'est intéressant parce qu'on l'a remplacé lors des entraînements par un autre Canadien. Donc, on sait que Shedler Furvius est canadien, mais que Tyson Philpott et Keon Julian Grant sont canadiens eux autres. Honnêtement, je me souviens pas de la dernière fois que les Alouettes ont utilisé trois receveurs partants qui étaient canadiens. Donc, je sais que Snead, c'est un Américain, on le remplace par un Canadien. Oui, c'est intéressant, mais si on regarde, et je vais vous expliquer comment tout ça devrait se dérouler, euh, mais de ce que je comprends, ça va être. Il faut remplacer deux Américains et un Canadien. Donc, on va regarder d'où le changement va venir, mais c'est quand même important de souligner le fait que c'est deux Américains qui doivent être remplacés. Et le Canadien qui doit être remplacé à cause de blessures, malheureusement, c'est Tyrell Richards qui a connu un gros match en défensive et sur les unités spéciales contre les Blue Bombers de Winnipeg. Mais malheureusement, il n'a pas été en mesure de finir la rencontre. Il ne sera pas en mesure de jouer ce match-là. Il a une blessure à une jambe. Et encore une fois, oui, c'est la troisième saison de suite où Richards encaisse une blessure. Il a manqué beaucoup de temps lors de ses deux premières saisons. Je pense, si je ne me trompe pas, il a manqué la moitié de ses matchs. Ça aurait été 36 matchs, il a manqué 18 matchs. Donc, oui, les blessures sont un peu, sont un peu étranges, différentes. Ça a été des je sais pas, des blessures bizarres. Là. Tu sais, l'an passé à Winnipeg, au mois d'août, son ancien coéquipier, Raheem Wilson, est allé faire un plaqué, puis le casque de Wilson est rentré dans le genou à Richards. Tu sais, c'est malheureux, c'est dommage, mais tu sais, c'est des choses qui arrivent dans le football. Là, cette année, c'était sur les unités spéciales en fin de game où il s'est blessé. Évidemment, c'est un joueur très utile, très talentueux. Mais on va voir ce que ça va donner. Pour Richards, ça va être
Ça va être un autre demi-défensif, Miles Brooks, qui va rentrer dans la formation. Brooks qui va remplacer Richards, oui, sur les unités spéciales. Mais donc c'est là où on voit le changement. Tu sais, les Américains et les Canadiens, c'est deux Canadiens qui embarquent en Goenlock et Furvius. Et Miles Brooks, c'est l'Américain. Donc, Stubblefield, Sneed et Tyrell Richards vont sortir de l'alignement en raison de blessure, mais c'est deux Américains, c'est ça, deux Canadiens, un Américain qui embarquent en fin de compte. Donc, oui, c'est ça, c'est même pas deux Américains, ils ont ajouté un autre Canadien dans leur formation. Donc, c'est moi qui ai tort. Ils ont un Canadien de plus qui embarque dans l'alignement de les 46 joueurs qui vont jouer contre les Elks à Edmonton. Donc, un joueur qui jouera son deuxième match pour les Alouettes. Il devrait jouer encore plus qu'il a joué lors du match à Winnipeg à cause de la blessure à Tyrell Richards. C'est Jeffrey Quentin-Arcou qui s'est joint à nous un peu plus tôt cette semaine après une des pratiques. Voici mon entrevue avec Jeff Quentin. Bon, Jeff, camp d'entraînement terminé, premier match terminé. Comment tu te sens de ta première performance en tant qu'Alouette en saison régulière? Je me sens très bien. Je me sens très bien, honnêtement. Un Mr. Freeze, il mange un Mr. Freeze juste pour paint the picture. Ouais, Vas-y, excuse. exactement. Non, je me sens bien. Écoute, ça a bien été la semaine passée à Winnipeg. Puis je suis content là, d'avoir pu voir du terrain sur Special Team. C'est avec la blessure de Tyrell cette semaine, là, j'ai un plus gros rôle. Là. Comment tu décrirais ton rôle pour cette semaine? Tu as mentionné T. Rich ne jouera pas. On va te voir un peu plus en défensive. J'imagine que combien de snaps tu t'attends à jouer environ? Évidemment, ça dépend du match. Là, mais... Ouais, ça dépend parce que eux, ils courent beaucoup le ballon. La semaine passée, tu sais, Rich, il a joué, je dirais, la moitié des reps. Ouais. Fait que je m'attends à entre au moins 40 là, probablement, des jeux défensifs, ce qui n'est pas mauvais pour une première game. Peut-être un peu moins aussi, là, ça va dépendre aussi de l'allure du match, mais je suis heureux. Là. As-tu un welcome to the CFL moment? Comme y a-tu quelqu'un qui t'a eu dans les côtes ou quoi que ce soit lors du premier match? Non, je pense que j'ai souhaité welcome to the CFL à une couple de personnes, par exemple. Ça ressemble à quoi, ça? Ça ressemble à juste le long snapper. Il fallait que je le bloque. Je l'ai drivé 20 verges jusque dans la end zone. Boom, dans le Gatorade. Y a-tu quelque chose qui t'a surpris? Y a-tu, évidemment, tu sais, jouer à Syracuse, jouer à Memphis, c'est un très haut niveau, mais c'est quoi, y a-tu une autre coche de plus dans le jeu pro? Oui, non, c'est sûr que c'est des gens professionnels là, puis on voit la différence dans l'exécution, puis tu sais, la grosseur des gens, puis ce qui m'a plus, tu sais, choqué, c'est à quel point il y a beaucoup de special teams, là, tu sais, puis beaucoup de terrain à couvrir, mais tu sais, ça, je m'en viens habitué, là. C'est quoi ton processus d'après-match? T'as-tu une routine? Tu sais, on parle beaucoup de la routine avant-match, mais tu sais, t'appelles-tu quelqu'un? Tu parles-tu de ton match à quelqu'un? C'est quoi le processus d'après-match pour toi? Oui, j'appelle ma famille, tu sais, je vois toujours qu'ils m'ont écrit, ils m'ont envoyé mes statistiques, puis non, je m'assieds dans le boss, je mange ma pizza, puis je suis heureux, là. Quel type de pizza? Moi, j'aime pepperoni fromage. That's it? Ouais, je suis un gars bien simple. Je suis un gars bien simple. OK. Merci beaucoup, Jeff. Merci, mon ami. Bon, merci encore une fois au secondeur des Alouettes. Petite entrevue rapide avec Jeffrey Quentin-Arcou qui, comme j'ai mentionné, devrait jouer encore plus cette semaine. Vous allez sûrement remarquer le numéro 19 en défensive plus souvent parce que la semaine passée, c'était uniquement sur les unités spéciales. All right, we're going to go to English now. We went through the lineup changes. So what it looks like right now is Brock Goenlock, Shedler Furvius, and Miles Brooks on the 46-man roster. Reggie Stubblefield, Tyrell Richards, and Tyler Sneed off. One thing we did not mention in French is that it looks like Keon Julian Grant will be a game time decision for this game. Did practice this week, looked good in practice, but we'll see if he's going to be able to go. Obviously, without Tyler Sneed, that could be a tough loss if they lose Sneed and Julian Grant for this game against the Edmonton Elks, but I think you'll just see a lot of Tyson Philpott.
you'll see a lot of Charleston Rambo and Cole Speaker. But, I think the Alouettes are talented enough on offense and at receiver that they can survive a couple of injuries. For sure, it looks like it's getting a little thin at wide receiver right now. But look, I think at the same time, you saw what Philpott, Julian Grant. I mean, Speaker was quiet. There's definitely more room for Cole Speaker to to produce a little bit more. Didn't have a ton of targets last week against the Winnipeg Blue Bombers, so I think there's more to go around there. I think even Rambo could be a little bit busier. Philpott, it's going to be hard to be busier for Philpott, who had 10 catches for 141 yards, but if he can replicate that performance, that would be big. But yeah, so there is some injury concern wide receiver, but there's also some good news on the wide receiver front with um, Reggie White Jr. And we know Reggie White Jr. hasn't played football since October 2022. Tore up his knee pretty good, missed all of the 2023 season last year, was really rounding into shape towards the end of last year, but they didn't bring him back. They didn't need to based on the receivers that they had. And so they brought him back this year, was having a good training camp, suffered a rib injury in camp, started the season on the 6-game injured list. And of course, when you're on 6 game, your salary doesn't count on the cap. So that's the advantage of going on the 6 game. But you're also not eligible to practice with your team until you've missed 4 games. So the Alouettes, the good news is that they pulled Reggie White Jr. off the 6-game injured list because he was healthy enough to practice. But in order to practice, they had to remove him from the injured list. And he was at practice on Wednesday. Not going to play against the Edmonton Elks. But if they do pull Reggie White, if they did pull Reggie White off the 6-game injured list, that means that he could potentially return to the lineup for next week's game against the Ottawa Redblacks, which would be huge with Tyler Snead out, getting Reggie White back and clearly Keon Julian Grant is banged up. With that going on, to get a guy healthy like that would be huge for this football team. So Reggie White is closer to returning, which is big. And yeah, so we'll see. It's never easy going into Edmonton. The last 2 years, it's really come down to the wire. Well, maybe not to the wire. Last year was, they were down by 3 scores. And yeah, and the Alouettes came back to win. Obviously, we know James Letcher Jr. had a long missed field goal return for a touchdown. Mustafa Johnson scored a touchdown off a fumble created by Lual Uguak. And so, the Alouettes battled back and won the game. And the year before, as I mentioned in French, the Elks had a lead and they were driving to make it to pad their lead. They were inside the Alouettes 5-yard line. Taylor Cornelius threw a pass that was tipped by Darius Pickett. And it was intercepted by Tyrese Beverette, who brought it back all the way for a touchdown. And then the Alouettes ended up winning that game on the road in Edmonton. So, Edmonton hasn't necessarily had good seasons over the last couple of years. But we'll remember in 2022, even in July 22, I think the Owls had a 19-0 lead or something like that. And Edmonton came back to win the game at Percival Molson. So the Elks have always been a tough out, especially lately, for the Alouettes. So, if the Alouettes think they're going to go into Commonwealth Stadium and destroy Edmonton, that's not going to happen. Edmonton played pretty hard last week in a loss to Saskatchewan at home, but there's talent on that roster, so you definitely can't take the Elks lightly. I don't think Jason Moss and his coaching staff will allow the Alouettes to take anybody lightly, but still, it's just something, you got to be ready for Edmonton because they are a feisty little team that is going to play hard until the very end. Now, at the same time, they are an undisciplined bunch. They had a kick return touchdown that was negated by an illegal block last week. And so they do shoot themselves in the foot. There's no doubt about that. But they've got McLeod Bethel Thompson now, who's a proven quarterback and a Grey Cup champ. Geno Lewis is still one of the best receivers in the league. So they do have some talent, some weapons offensively. And the Chris Jones defense is always exotic. That's the word that everyone likes to use. But yeah, it is a defense that can push and create problems for the opposing offense and for quarterback Cody Fajardo. And speaking of quarterback Cody Fajardo, earlier this week, I had an opportunity to talk to Cody after practice about the game and about his lifestyle and living in Montreal. And I didn't know he was a big Seinfeld fan. Here's an interview that I did a little earlier this week with Cody Fajardo. So, Cody, how did the body feel after a full
game week. Could you paint the picture the next couple of days for me? A lot of wobbling to the bathroom in the middle of the night. It doesn't help when you get back at 5 in the morning and then you don't really get on a sleep schedule. For me, sleep is very important for my recovery, and so sometimes these west trips are tougher on the body because even though I didn't feel like I got hit a ton, when you get off your sleep schedule, your recovery isn't as nice. But there's a couple times in the middle of the night you got to get up and go to the bathroom, and you feel like an old man trying to get things moving again. But fortunately, we had a couple days off, and Formula One was in town, so I was able to take my mind off of it. And I'll tell you what, when we were at Formula One, we walked everywhere. Yeah. And that was good for me because it's just good recovery, active recovery, where I'm not stressing the body, but at least I'm moving, getting blood flowing. Typically, what time do you go to bed? Guys laugh at me. I'm usually in bed at like 8:30. I try not to see later than 9:30, 9:45. If I see 10 o'clock, that's late for me. Because what time are you up in the morning? I'm up at 5 o'clock. Right. So, yeah, I'm up at 5 o'clock. I'm in the facility by 5:50, 6 o'clock. So, if I don't sleep, I'm only screwing myself, right? So, the guys, I tell them all the time, I say, look, don't text me past 9:30 because I'm not going to text you back. I'll get back to you at 5 in the morning if you want to get woken up. So, it's always this running joke that I'm a grandpa, but I got to get my sleep. What's the lead up to 8:30, 9 o'clock? Like, what does that look like? It's Seinfeld. It's episode or two of Seinfeld, and then usually I start dozing off with it, and then I'll shut it off and go to bed, text my wife, go to bed, and then put on my white fan noise on my Spotify and kind of drown out the noise, and that's about how it goes. That's funny. That is the exact way I fall asleep. But I fall asleep with the earphones in, and I'm literally watching Seinfeld as I fall asleep. That's absolutely insane. Do you really? Yeah. I don't know if I can sleep with AirPods in or headphones in. I need sound to sleep. I don't know why, but that's I do too. I do too. And so I the white noise is huge for me, especially because I'm downtown, and during the Formula One weekend, it was loud, obnoxious, crazy. I was like, I had that thing on full blast just trying to get my sleep. Favorite Seinfeld moment ever, all time? All time? There's a lot that I don't know if I can say on camera, but I really like... It's just audio. You can say whatever you like. Okay. I like Soup Nazis, obviously, one of the top episodes. The masseuse is a good episode when George is talking about the shift, and that's probably my favorite episode. The second one is when they have the reporter, and they think Jerry and George are having a relationship together because they're playing that joke. Man, it goes on and on and on, and that's something I grew up watching with my dad's favorite show. And then this off season, Seinfeld came to Reno. We got to watch it, so it's good, clean humor. Yeah, it's pretty clean. Yeah, I like it. Marine biologist, all-time favorite speech. That one was pretty That cool. was ad-libbed. I know. I saw that TikTok clip too. Yeah. Yeah, so basically they had a script, and George was like, I have something better. And they're like, all right, let's see it. And they did it, and they're like, one take. That was all it took. And you're right. Character you relate to most on the show? I relate to most? Yeah, like humor-wise. George is the funniest. Yeah. When growing up, Kramer was funny because he was quirky. And as a kid, that's kind of funny to you. But George now, it just like, nothing ever goes his way. It's always poor him, and he gets himself in some bad situations. All right, let's finish with some serious stuff offensively. What is it that you want to improve on from week 1 to week 2 in Edmonton? I think for me specifically, I just want to be cleaner in the pocket with my feet. I felt like my footwork at times led to inaccurate balls. I completed 70-something%, which is usually about on par, but I felt like I left some plays on the field. Just getting back in the rhythm of things. I just want to feel that rush, feel that confidence sitting in there. I thought our offensive line did a great job. Our receivers did an awesome job of pushing the ball down the field. What I'm really excited about was our explosiveness and the plays we made down the field. I felt like that was something that was a point of emphasis for me this offseason. Intermediate and short passes is my game, and if I can add on some of that deep ball, the long stuff, I feel like it'll just put us in a better situation. There's like no Snead this week. How much does that change things for you guys? I think people will realize how much that hurts this team. Snead was kind of that guy you pick and plug him anywhere, and he's going to make you right. And he did a lot of dirty work, stuff in the box, blocking defensive ends, a lot of things that not every receiver wants to do. So to tell you the truth, it's a really tough loss for us, but I feel really confident in our depth in our receiver room. You can't recreate another Snead, and so we're just going to have to wait for him to get back to get Snead, but we'll find ways to use other guys' strengths to go out there and move the football and score touchdowns. Thanks, Cody. No problem. Thank you. How about that? The starting quarterback in bed by 8:30, 9 o'clock so that he can be at the stadium just after 5 a.m. You got to love it. You got to love the commitment and love of the game. But I think if anybody who's watched Cody Fajardo play,
knows that he's always very prepared. No quarterback is perfect, but Fajardo is always prepared, and I think it shows that he's up and out of the house at 5 a.m. to get to work and at Olympic Stadium and breaking down tape and doing all that stuff just after 5. So you got to love the commitment from the starting quarterback, and he's a pretty funny dude too. A big Seinfeld fan, just like me. So we have that in common as well. All right. That gets you ready for everything that's going on in and around the Montreal Alouettes. A reminder, this game Friday night in Edmonton at 9 o'clock. And it'll be interesting to see if the Edmonton Oilers can make it a series, as when the Alouettes land in Edmonton, it will be Thursday, and that's the date and the site of Game 3 of the Stanley Cup Final. Edmonton, the Oilers, of course, are down 2-0 in their best-of-7 series against the Florida Panthers. So will be interesting to see if McDavid, Draisaitl, and the gang can get back in the series. I don't know if people in Montreal are typically Oiler fans. But I think everyone is kind of rooting for Connor McDavid. At least I am. I'm rooting for McDavid to win a Stanley Cup. We'll see. We'll keep you posted on social media to see if I can get myself into this hockey game. But we'll keep you posted on that. A reminder, next week, finally, the Alouettes are back at Percival Molson Stadium. That's Thursday night, June the 20th. Still some tickets available for the banner raising night at the stadium to commemorate the 2023 Grey Cup champions and to officially put all that behind us and officially look forward and ahead to 2024 and not look back. But that's going down. Pick up your tickets at goalsgo.com. Merci encore une fois tout le monde. Les billets pour la semaine prochaine, les Alouettes arrivent dans une semaine. On enregistre ça le jeudi matin. Les Alouettes arrivent, retour à Montréal jeudi prochain contre le Rouge et Noir d'Ottawa. Donc, achetez vos billets à goalsgo.com. Donc, on se revoit au stade la semaine prochaine. Bon match vendredi soir tout le monde. Et on se recroise sur le balado dans une semaine.